2 jours. C'est tout ce qu'il m'a fallu pour découvrir que la femme que j'allais épouser avait prévu de me faire enfermer, de me prendre nos enfants, de vider mes comptes, puis de disparaître avec mon propre frère. Ils avaient tout planifié depuis 2 ans. Mensonges, faux documents, faux témoins. Et quand j'ai compris que le piège était déjà refermé, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais imaginé devoir prendre, j'ai pris mes enfants et j'ai fui. Aujourd'hui, je suis sur la liste des personnes recherchées. Et je sais que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne vienne frapper à ma porte. Tout a commencé un matin ordinaire. Mon ex-fiancée, Émilie, avait laissé son ordinateur portable ouvert dans la cuisine avant de partir au travail. Ce n'était pas son genre. D'habitude, elle le fermait toujours. J'aurais dû me méfier. Mais je ne cherchais pas à fouiller quoi que ce soit. Je voulais simplement regarder la météo avant d'emmener nos jumeaux, Léo et Zoé, au parc. Mais au lieu de la météo, j'ai trouvé la vérité. Une conversation interminable avec mon frère, Thomas. Des centaines de messages. Des photos. Des mémos vocaux. Des plans détaillés. Tout y était. Au début, j'ai cru à une blague de très mauvais goût. Puis j'ai vu un PDF intitulé euplan-police-fausse.docs et un autre document nommé euplan-custody.doc. Il ne se contentait pas de me tromper. Il préparait méticuleusement un scénario pour détruire ma vie. Émilie avait rédigé un faux témoignage affirmant que j'étais violent envers elle et les enfants. Tout était faux, mais précis, des horaires, des prétendus témoins en réalité, des voisins inventés, leurs déclarations toutes rédigées par Thomas. Il y avait même des photos de fausses blessures. Des vidéos mises en scène. Ils avaient payé quelqu'un pour appeler anonymement les services sociaux. Tout était prêt. La plainte devait être déposée le vendredi. Nous étions mercredi. Je suis resté figé, le sifflement de la bouilloire me vrillant les tympans comme un hurlement. Les enfants regardaient un dessin animé dans le salon, souriants, insouciants. Mon corps s'est glacé. Ma tête tournait. Aller voir la police? Il la croirait, elle. C'est la mère. Et Thomas, lui, n'avait jamais eu d'ennui. Moi, j'avais un vieux casier pour une bagarre en fac. C'était suffisant pour me faire passer pour le coupable. Je ne savais plus quoi faire. Mais une chose était claire, si je restais, je perdais mes enfants. Alors j'ai agi. Pas comme un fugitif. Comme un père. Pendant qu'elle était au travail, j'ai préparé 2 sacs, un pour Léo, un pour Zoé. J'ai pris des couches, des goûters, un peu de liquide. Aucune électronique. J'ai laissé mon téléphone sur la table. À 17 h, on était sur la route. J'avais emprunté une camionnette à un gars à qui j'avais réparé la porte de garage l'été d'avant. Je lui ai juste dit que c'était urgent. Il n'a pas posé de questions. Cette nuit-là, on a dormi dans un motel à 2 villes de là. Les enfants sur le lit, moi par terre. J'écoutais chaque bruit dehors. Sirène. Pneus. Mon cœur battait comme un tambour. Je me suis demandé, combien de temps avant qu'il réalise qu'on est parti? Au matin, je savais que j'avais moins de 24 heures. Elle rentrerait, verrait l'appartement vide, appellerait Thomas. Puis la police. J'ai acheté un téléphone prépayé dans une station-service, payé en liquide. Pas d'internet. Pas de GPS. Juste appel et SMS. Je l'ai éteint et planqué dans la boîte à gants. Mon plan était simple, disparaître, au moins le temps de trouver une solution. Nous avons roulé vers l'ouest, évitant les autoroutes. Chaque arrêt était un risque. Je tenais les enfants près de moi. Je leur ai dit qu'on partait pour une aventure surprise. Zoé, toujours curieuse, m'a demandé pourquoi on n'avait pas prévenu maman. J'ai souri et dit qu'on l'appellerait bientôt. Le soir, on est arrivé dans un village que personne ne penserait à chercher. Une station-service, 2 églises, aucun feu rouge. Un homme appelé Marcel louait une caravane derrière son atelier. Paiement en liquide. Pas de question. L'endroit sentait l'huile et la sûre, mais il y avait du chauffage, une douche, des verrous. Les enfants se sont adaptés vite. Ils jouaient dehors avec des bâtons comme si c'était Disneyland. Moi, je ne dormais pas. J'attendais, en fixant les phares qui passaient. Le lendemain, en allant chercher des sandwichs au bistrot du coin, j'ai vu le journal local. La une m'a fait l'effet d'un coup de poing, un père enlève ses enfants dans un conflit familial.
Ils avaient lancé l'offensive. Elle avait déposé sa plainte. Elle disait que je l'avais frappée, menacée, puis fui avec les enfants. Il y avait une photo de moi, tenant Léo à une fête nationale. La légende disait, armé et dangereux. Je n'avais pas d'armes. Aucun passé violent. Mais la vérité n'avait plus d'importance. Ils avaient déjà écrit l'histoire. Je suis resté là, le journal tremblant entre mes mains, le cœur prêt à lâcher. Armé et dangereux. 3 mots qui effaçaient toute ma réalité. 3 mots qui faisaient de moi un criminel aux yeux du pays entier. Je suis retourné à la caravane en marchant vite, les yeux partout. Marcel m'a vu passer sans un mot. Peut-être qu'il avait vu le journal aussi. Peut-être qu'il commençait à se poser des questions. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai attendu que les enfants s'endorment et j'ai appelé Marcel discrètement. Je lui ai donné un billet de 100 € en plus et demandé s'il connaissait un endroit encore plus discret. Il m'a regardé longuement, puis m'a dit, peut-être. Mais ça te coûtera plus. Le lendemain matin, on a roulé 60 km de plus. Chemin de terre, forêt, village presque abandonné. Jusqu'à ce qu'on arrive à un vieux hangar en bois, paumé entre 2 collines. Une seule pièce, un poêle à bois, un puits. Pas d'électricité. Pas de voisins. Mais aucun regard. On s'est installé. J'ai appris aux enfants à se laver à l'eau froide, à lire à la bougie. On jouait, on mangeait simple. Léo m'aidait à chercher du bois. Zoé chantait pendant qu'on cuisinait. Le soir, je lisais des histoires à voix basse pendant que le vent soufflait dehors. Mais je savais que ce calme n'était qu'une illusion. Une semaine plus tard, j'ai compris que le piège se refermait. Tout a commencé par un coup à la porte. Un homme dans un pick-up. Une quarantaine d'années. Il m'a dit qu'il avait vu de la fumée et voulait proposer son aide pour réparer le toit. Il m'a demandé si j'étais de la famille de Marcel. J'ai menti. J'ai dit que j'étais son cousin, venu préparer la cabane pour la saison de chasse. Il a hoché la tête, mais il n'avait pas l'air convaincu. Après son départ, je suis allé voir la route. Il y avait des traces de pneus fraîches. Rien d'inhabituel, mais quelque chose clochait. Cette nuit-là, j'ai rallumé le téléphone prépayé pour la première fois en plusieurs jours. 5 messages. Tous du même numéro inconnu. Le dernier m'a glacé le sang. Tu ne peux pas disparaître, Julien. Ils arrivent. Pas besoin de signature. Je savais que c'était Thomas. Il m'avait retrouvé. Le lendemain, au lever du jour, un bruit sourd a traversé la vallée. Pas un orage. Pas un avion. Des hélicoptères. Pas très proches, mais assez pour faire trembler les vitres. Léo s'est redressé dans son sac de couchage et m'a demandé si c'était un dinosaure. Je lui ai dit que c'était un avion. Je savais ce qu'ils faisaient. Ils élargissaient la zone de recherche. Ils me traquaient comme un fugitif. Comme un danger public. J'ai tout remballé. Juste l'essentiel. Une couverture, de l'eau, un peu de nourriture. J'ai dit à Marcel qu'on partait. Il m'a regardé comme on regarde un homme perdu. Tu fuis la justice, m'a-t-il demandé. J'ai marqué une pause. Puis j'ai dit la seule chose vraie. Je cours après la vérité. Je sais juste pas encore où elle vit. Il n'a pas posé d'autres questions. Il m'a donné une vieille carte routière et a pointé une vallée tout au nord du département. Pas de réseau. Pas de voisins. Que la forêt. Il avait raison. Il nous a fallu presque 6 heures pour y arriver. Des ponts effondrés. Des routes défoncées. J'ai dû porter Zoé à bout de bras à travers un ruisseau. Mais quand on est arrivé, j'ai senti quelque chose. Le silence. On a trouvé une vieille cabane de garde forestier, à moitié effondrée. J'ai cloué une bâche sur le toit, allumé un feu dehors, et aménagé un coin pour les enfants. On vivait. On survivait. Et pendant quelques jours, j'ai cru qu'on était enfin en sécurité. Jusqu'à ce que je tombe sur les marqueurs. 3 pierres empilées près d'un arbre. Puis d'autres, à quelques mètres. Un caillou marqué d'un X. Quelqu'un nous avait trouvés. Et il voulait que je le sache. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Assis près de la fenêtre cassée, le couteau de chasse sur les genoux, les enfants recroquevillés dans un coin sous des couvertures. Chaque craquement dehors me faisait tressaillir.
Chaque ombre me semblait humaine. Le matin, je suis sorti avant l'aube. L'air était glacial, mais je devais vérifier. Je devais savoir si c'était dans ma tête. Les pierres étaient bien là. Des piles soigneusement posées, décrivant un demi-cercle autour de la cabane. Et ce n'étaient pas des marques laissées par un randonneur ou un promeneur. Non. Elles étaient récentes. La mousse du sol avait été retournée. Les traces encore humides. Je les ai détruites une à une. J'ai dispersé les cailloux dans le ruisseau. Puis je suis revenu vers la cabane, décidé à ne plus fuir à l'aveugle. J'ai rallumé le téléphone. J'ai attendu le signal. Et j'ai tapé mon nom. Et là, en grand, sur tous les sites de recherche de personnes disparues. Recherché pour enlèvement d'enfants armés et dangereux. Ma photo. Mon nom complet. Le visage de mes enfants, flouté mais reconnaissable. Une récompense de 50 000 € pour toute information menant à notre localisation. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Mon estomac s'est retourné. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar éveillé. Ils avaient tout retourné contre moi. J'étais devenu un monstre public. Et le pire, c'est que je n'avais aucun moyen de me défendre. Pas d'avocat. Pas d'allié. Pas de voix. À moins que... Je me suis souvenu d'elle. Diane. Avocate spécialisée dans le droit de la famille. On était sortis ensemble brièvement, avant Émilie. On était restés en bons termes. Elle vivait à 3 heures de route. Et surtout, elle avait une bonne raison de détester Thomas. Il avait laissé sa sœur enceinte il y a 7 ans, puis avait disparu. Je n'ai pas hésité. J'ai pris la route. Toute la nuit. En m'arrêtant juste pour mettre un peu d'essence et acheter des pommes pour calmer les enfants. Léo a vomi sur la banquette arrière à cause des virages. Zoé me demandait toutes les 10 minutes si on allait chez mamie. Je lui ai dit, non, on va quelque part de mieux. On est arrivé à l'aube. J'ai garé la voiture 3 rues plus loin. Enveloppé les enfants dans des couvertures. Porté Zoé quand elle n'en pouvait plus. Quand Diane a ouvert la porte, en sweatshirt, elle nous a tout de suite fait entrer. Pas de questions. Juste une étreinte. Une fois les enfants installés avec un bol de céréales devant un dessin animé, je lui ai tout raconté. Pas seulement les documents. Pas seulement la garde. Tout. Chaque détail. Elle écoutait sans dire un mot. Sa mâchoire serrée, ses jointures blanches autour de sa tasse de café. Et quand j'ai terminé, elle a levé les yeux et dit 4 mots. Montre-moi les fichiers. Je lui ai tendu la clé USB que j'avais copiée sur l'ordinateur d'Émilie. Elle l'a branchée, a ouvert les dossiers, et s'est adossée à sa chaise. Elle a souri. Pas un sourire joyeux. Un sourire de guerre. Julien, ce que tu as là peut les enterrer. Je ne comprenais pas encore. Mais elle avait vu ce que moi je n'avais pas vu. Leur erreur fatale. Les métadonnées. Regarde ça, m'a dit Diane en pointant l'écran. Ce document Word? Il a été rédigé il y a 8 mois. Et devine quoi? Le nom de l'auteur, c'est Thomas. C'est écrit noir sur blanc dans les propriétés du fichier. Je me suis penché. Effectivement. Son nom. Sa signature numérique. Sa date de modification. Et ce n'était que le début. Ce fichier PDF, a-t-elle enchaîné, a été imprimé depuis une adresse IP appartenant à un tribunal. Tu vois ce que ça veut dire? J'ai secoué la tête. Ça veut dire qu'ils ont des contacts à l'intérieur. Un greffier? Un assistant juridique? Peu importe. Ce n'est pas juste un couple d'amants qui veut te piéger. C'est une opération coordonnée. Ils avaient de l'aide. J'ai eu la nausée. Diane a fait une copie sécurisée de tout le contenu et l'a encrypté. Elle m'a dit qu'elle connaissait un juge, un homme intègre, qui pourrait transférer les preuves sans éveiller les soupçons. Mais avant d'aller devant la justice, elle avait un autre plan. On doit prendre les devants, a-t-elle dit. On ne peut pas attendre qu'il t'arrête et transforme ton visage en affiche de fugitif. Tu as des preuves. Tu as moi. Mais surtout, tu vas devoir montrer ton visage. Je savais ce que ça voulait dire. Une interview. Devant caméra. J'étais terrifié. Pas parce que j'avais quelque chose à cacher, mais parce qu'on m'avait déjà condamné dans les médias. Un seul mot de travers,
et tout s'effondrerait. Diane a contacté une journaliste de confiance, Mélanie. Elle dirigeait un média digital régional, pas énorme, mais sérieux. Suffisant pour faire du bruit. Mélanie est arrivée l'après-midi même. Elle a vu les enfants, s'est installée face à moi, et a lancé l'enregistreur. « Pourquoi avez-vous fui ?» J'ai inspiré profondément. Et j'ai tout raconté. Sans filtre. Sans cri. Sans larmes. Juste la vérité, nue, crue, comme un homme qui n'a plus rien à perdre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse. Puis elle a hoché la tête. « On va faire ça bien », a-t-elle dit. « Je te le promets. » L'article a été publié le lendemain matin. Titre en lettres capitales. Un père parle, j'ai fui parce qu'il allait m'effacer. Les réactions ont été immédiates. Certains m'ont traité de menteur. D'autres de héros. Mais le plus important, c'est que des questions ont commencé à émerger. Pourquoi les documents étaient-ils signés par Thomas? Pourquoi les photos ne correspondaient-elles pas aux dates? Pourquoi n'y avait-il aucune trace de violence domestique auparavant? Puis, il y a eu une fuite. Quelqu'un, Diane pense que c'était le fameux assistant judiciaire, a envoyé un dossier anonyme au procureur de l'État. Avec toutes les métadonnées, tous les fichiers. Et là, tout a commencé à s'écrouler. La plainte initiale d'Émilie a été mise en révision. Le policier qui l'avait enregistré, suspendu provisoirement. Thomas et Émilie, eux, ont paniqué. Ils ont déposé une demande judiciaire pour faire retirer la vidéo de Mélanie. Le juge a refusé. J'ai vu, pour la première fois, le masque leur glisser du visage. Ils se rendaient compte qu'ils étaient exposés. Mais je savais que ce n'était pas fini. Parce que lorsqu'on sent le sol s'effondrer sous ses pieds, on devient dangereux. Et 3 jours plus tard, quelqu'un a tenté de forcer la porte arrière de la maison de Diane. À 3 heures du matin. Le bruit du verre brisé m'a réveillé en sursaut. Sans réfléchir, je me suis levé d'un bond. Diane était déjà dans le couloir, en peignoir, le téléphone dans une main, un couteau de cuisine dans l'autre. « Prends les enfants. Vite. » Je me suis rué dans la chambre, j'ai attrapé Zoé, encore endormie, et tiré Léo par la main. On s'est enfermé dans la salle de bain, la plus éloignée de l'entrée. J'ai bloqué la porte avec un banc à linge pendant que Diane appelait les flics. Des pas rapides. Lourds. Puis, plus rien. Je serrais mes enfants contre moi, mon cœur battant à m'en fendre la poitrine. Léo m'a murmuré, « Papa, ils viennent pour nous ?» Non, ai-je répondu, front contre front. Personne ne t'emmènera. Jamais. La police est arrivée 6 minutes plus tard. Sirène coupée. Arme dégainée. Mais la maison était vide. L'intrus avait disparu. Ils avaient laissé des empreintes de bottes, une serrure tordue, et un pied de biche planté dans le placard de la cuisine. Rien n'avait été volé. Pas une télé. Pas un portefeuille. Ce n'était pas un cambriolage, a dit Diane, les bras croisés, tremblante. C'était un message. Ils savent qu'ils perdent le contrôle. Cette nuit-là, personne n'a dormi. Le lendemain, Diane a emmené les enfants chez sa sœur, dans une autre ville, le temps de souffler. Moi, je suis resté. Je devais finir ce que j'avais commencé. Et c'est là que le coup de théâtre est arrivé. Mélanie, la journaliste, m'a appelé. Elle avait reçu un nouveau dossier anonyme. Une vidéo. Une caméra de vidéosurveillance, prise devant une crèche, 2 ans auparavant. On y voit Thomas. Pas moi. Il hurle sur Léo. Il le prend par le bras, le secoue, le pousse violemment dans la voiture. L'enfant pleure. Il n'y a aucun doute. Ce n'était pas une preuve décisive à elle seule, mais dans le contexte, c'était énorme. Thomas, le gentil oncle, avait déjà commencé à s'imposer comme figure paternelle bien avant que l'affaire n'éclate. Mélanie a publié un second article. Nouvelle vidéo, le frère impliqué dans une manipulation de garde d'enfants. Et là, tout a explosé. Les médias nationaux, jusque-là silencieux, ont commencé à appeler. L'opinion publique a changé de ton. Une pétition a été lancée pour demander que l'affaire soit suspendue et revue de façon indépendante. Mais le vrai tournant, c'est Rachel. Une collègue d'Émilie. Elle a contacté Diane par mail. Elle disait avoir vu Émilie et Thomas ensemble à plusieurs reprises, au bureau,
dans des bars, dans un hôtel. Et elle avait des captures d'écran. Des textos. Des invitations de calendrier. Elle ne s'était pas manifestée plus tôt parce qu'elle ignorait que Thomas était mon frère. Rachel a accepté de témoigner. Déclaration sous serment. Dossier complet. À ce moment-là, le parquet avait déjà ouvert une enquête officielle pour manipulation de procédure. Les convocations pleuvaient. Mais un autre événement a bouleversé la suite des choses. Émilie a commencé à appeler le cabinet de Diane. Des messages. Des mais. Elle n'était plus arrogante. Elle était paniquée. Dans un message vocal, sa voix tremblante disait « Je ne voulais pas lui faire du mal. C'était l'idée de Thomas. S'il vous plaît, dites à Julien de m'appeler. On peut arranger ça. » Diane me l'a fait écouter 3 fois. Je suis resté là, silencieux, les poings serrés. Arranger ça? Après tout ce qu'elle avait fait? Je me suis tourné vers Diane et j'ai dit « On ne va pas juste survivre. On va les détruire. » Parce que ce n'était plus une question de justice. C'était une question de vérité. L'audience était fixée au vendredi suivant. Ce n'était pas encore un procès, juste une audience préliminaire de révision concernant les demandes de garde, déclenchées par toutes les preuves accumulées de manipulation et de falsification. Mais le juge avait du pouvoir. Suffisamment pour suspendre les procédures en cours, ordonner une enquête sur le faux signalement, et si tout allait bien, commencer à me réhabiliter. Diane a travaillé sans relâche pendant 3 jours. Elle a constitué un dossier béton, les métadonnées, les fichiers originaux, la déclaration de Rachel, les emails de Thomas envoyés depuis son adresse professionnelle. Tout était daté, sourcé, classé avec une rigueur militaire. Mais elle m'a prévenu. S'ils sentent la fin approcher, ils ne vont pas s'effondrer sans frapper fort. Et elle avait raison. La veille de l'audience, à 22 heures passées, j'ai reçu un mail. Aucune signature. Une adresse inconnue. Une seule phrase. Si tu te présentes demain, les enfants disparaissent. Je suis resté figé. La phrase tournait en boucle dans ma tête. Un vertige. Un frisson glacial. Je l'ai transféré à Diane. Elle m'a appelé immédiatement. C'est une menace directe. Et c'est une preuve de plus. On s'en sert. Je ne voulais pas annuler. Je ne voulais pas reculer. Mais les enfants passaient avant tout. Alors on a changé de stratégie. Diane s'est présentée seule à l'audience, avec tous les éléments et une déclaration écrite de ma part, détaillant les raisons de mon absence et joignant la menace reçue. Moi, j'ai pris les enfants. Et on est parti. Encore. Mais cette fois, on n'était pas seul. Une association spécialisée dans la protection des familles victimes de violences juridiques avait contacté Diane après la diffusion de l'article de Mélanie. Ils ont accepté de nous relocaliser dans un endroit sûr, sous une autre identité temporaire. Au petit matin, on était sur la route. Zoé croyait encore qu'on allait voir les faits. Léo m'a juste demandé si cette fois on allait rester plus longtemps. J'ai répondu, j'espère. À 10 heures, Diane était devant le juge. Elle a tout exposé. Le faux signalement. Les documents rédigés par Thomas. Les métadonnées. L'affaire de Rachel. La vidéo de la crèche. Le message de menace. Elle a utilisé des mots que j'attendais depuis des semaines. Il s'agit ici d'un complot prémédité visant à effacer un père de la vie de ses enfants, au profit de 2 individus, leur mère et le frère de la victime. Silence total dans la salle. Le juge a demandé une suspension de séance. 40 minutes plus tard, il est revenu avec sa décision. Les demandes de garde? Suspendues. Le mandat d'arrêt? Gelé en attente d'enquête complète. Le policier ayant enregistré la plainte? Convoqué. Le greffier? Visé par une procédure interne. Mais le plus fort était à venir. Le juge a exigé la présence d'Émilie et de Thomas sous 72 heures, pour présenter leurs contre-preuves. À défaut, il risquait des poursuites pour obstruction à la justice. Et c'est là que tout a changé. Thomas n'est pas venu. Il a disparu. Bureau vidé. Voiture abandonnée. Plus aucune trace. Émilie, elle, est venue. Seule. En larmes. Elle a imploré la clémence.
disait qu'elle avait été manipulée, poussée, prise au piège. Mais le juge ne l'a pas cru. Elle a été placée sous enquête judiciaire. Et à partir de ce moment-là, leur château de mensonges s'est écroulé. Mais même si la justice était enfin de mon côté, Thomas, lui, était toujours en liberté. Et la récompense de 50 000 € restait active. Alors on continuait à se cacher. Et lui, à me traquer. La nouvelle planque, fournie par l'association, était encore plus isolée que la précédente. Une vieille maison forestière au fond d'un sentier à peine praticable, aucun voisin à moins de 3 km, pas de réseau mobile. L'association m'avait donné un protocole de sécurité complet, quoi dire, quoi ne pas dire, où cacher un sac de secours, comment réagir si quelqu'un frappait. Ça ressemblait plus à un programme de protection de témoins qu'à une vie de famille. Mais je faisais ce qu'il fallait pour les enfants. Je leur ai appris à reconnaître mon sifflement comme un signal d'alerte. À ne jamais ouvrir la porte. À se cacher vite, et à m'écouter uniquement moi. Je détestais leur apprendre ça. Mais je voulais qu'ils sortent vivants de cette histoire. Pendant ce temps, Diane m'envoyait des nouvelles chaque jour. Émilie avait été officiellement inculpée pour dénonciation mensongère et manipulation de procédure. Le juge avait même publié un avis provisoire expliquant que la procédure de garde initiale est viciée dans son fondement. C'était énorme. Mais 2 jours plus tard, l'affaire prit un tournant décisif. Thomas avait été repéré. Pas par la police, non. Par un ancien collègue à moi, un type que j'avais formé dans une quincaillerie il y a 10 ans. Il l'a reconnu dans une station-service près de Toulouse, achetant des téléphones prépayés. Il a appelé la ligne d'alerte lancée par Mélanie. Et cette fois, la police a été plus rapide. Ils l'ont intercepté à la sortie de la ville. Dans sa voiture, 2 fausses cartes d'identité, une valise pleine de billets, une carte papier avec un itinéraire vers la frontière espagnole. Il n'a pas résisté. Au commissariat, sous pression, il a craqué. Il a tout avoué. Pas seulement les documents truqués ou les photos trafiquées. Il a raconté l'histoire depuis le début. L'idée du complot, c'était la sienne. Avant même l'affaire avec Émilie. Avant même les messages. Il m'enviait depuis la fac. Mon boulot. Mon appart. Mes enfants. Ma vie. Et il a dit cette phrase, devant l'enquêteur. Je voulais sa place. Parce qu'il ne la méritait pas. Et elle le savait aussi. Elle. Émilie. Ils avaient tout orchestré. 2 ans de planification. Des preuves fabriquées. Un signalement mensonger. Une campagne de diffamation. Tout ça pour m'effacer. Me faire passer pour un père violent. Et élever mes enfants comme si j'avais jamais existé. Quand la confession a été rendue publique, les médias ont explosé. Mélanie a publié un dernier article. Complot familial, un père innocent accusé à tort par son frère et sa compagne. Le lendemain, tout s'est accéléré. Le mandat d'arrêt contre moi? Levé. La prime de 50 000 €? Annulée. Et pour la première fois depuis des semaines. J'ai pu sortir de la maison, respirer l'air du matin, et sentir le poids s'alléger. Mais je ne ressentais pas encore la victoire. Parce que la justice venait à peine de commencer à réparer. Et mes enfants, eux, il allait falloir du temps. La garde n'a pas simplement été rétablie. Elle m'a été accordée intégralement. Droits exclusifs. 0 contact autorisé de la part d'Émilie, sauf sous supervision stricte, et seulement après une évaluation psychologique complète et une enquête pénale aboutie. Thomas? Il a été placé en détention provisoire, sans possibilité de libération. Les chefs d'inculpation? Falsification, tentative d'enlèvement, escroquerie, subornation de témoins. Et probablement plus encore. J'avais gagné. Mais maintenant, je devais expliquer tout ça à Léo et Zoé. Et aucun jugement, aucune décision, aucune confession ne pouvait me préparer à ça. Je n'ai pas voulu le faire tout de suite. J'ai attendu qu'on soit rentré. Pas dans l'ancien appartement et je l'ai vendu dès que j'ai pu. Trop de souvenirs. Trop de douleurs. J'ai acheté une petite maison, un plein-pied avec jardin, dans une commune calme. École à 10 minutes, voisins discrets. Un endroit où on pouvait respirer. J'ai laissé les enfants s'installer. Je leur ai laissé choisir la couleur de leur chambre.
On a adopté un chiot au refuge local. J'ai fait tout mon possible pour que la vie reprenne. Et puis un dimanche matin, alors qu'ils jouaient tranquillement, j'ai su que le moment était venu. Vous vous souvenez de notre grande aventure, je leur ai demandé. Ils ont hoché la tête. Zoé a souri, avec les écureuils. J'ai souri à mon tour. Puis je me suis accroupi à leur hauteur. Je dois vous expliquer pourquoi on l'a faite. Ils sont restés silencieux. Attentifs. Léo s'est arrêté de grignoter ses céréales. Zoé a posé sa poupée. On est parti parce qu'il fallait que je vous protège. Il y avait des gens qui voulaient vous éloigner de moi. Qui racontaient des mensonges. Zoé m'a regardé avec ses grands yeux, « Maman ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai hoché la tête. Elle a fait une grosse bêtise. Une très grosse. Et maintenant, elle doit réparer avant d'avoir le droit de revenir. Léo n'a rien dit. Il a baissé la tête. Je l'ai vu lutter intérieurement. Puis, au bout d'un moment. Est-ce qu'on doit lui pardonner? Cette question m'a broyé le cœur. Je me suis mis à genoux devant lui, les mains sur ses épaules. Tu n'as à rien faire que tu ne ressens pas. Tu dois juste être honnête avec toi-même. C'est tout. Il a hoché la tête, très doucement. Ce soir-là, je les ai trouvés endormis dans le même lit. Zoé blottie contre Léo, un de mes vieux switchirt entre eux. Je me suis assis au sol, à côté. Et je les ai regardés respirer. Le combat était fini. Mais les séquelles allaient mettre des années à se dissiper. Le lendemain matin, j'ai reçu un mail de Diane. Les procédures civiles étaient lancées. Contre Thomas. Contre Émilie. Et l'association nous avait mis en relation avec un psychologue spécialisé dans les traumatismes liés à la trahison parentale. Et Mélanie avait publié un dernier article. Non pas sur le scandale. Mais sur le message. Ça peut arriver à n'importe qui. Et elle avait raison. J'avais un bon boulot. Pas de casier. Aucun antécédent violent. Et pourtant, j'avais failli tout perdre. Parce que le système avait cru sa version avant d'écouter la mienne. Parce que Thomas savait comment manipuler les règles. Parce que personne ne m'avait posé les bonnes questions, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. 6 mois ont passé. Et on était toujours en train de guérir. Léo avait commencé une thérapie. Zoé aussi. Ils en parlaient rarement de cette aventure, comme ils l'appelaient. Mais parfois, les souvenirs revenaient en vagues. Léo a fait un cauchemar la semaine dernière et il s'est réveillé en hurlant « Ne le laisse pas nous prendre !» Zoé, elle, a mis sa poupée préférée au fond d'un tiroir. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a simplement dit « Elle me rappelle la maison où maman a menti. » Et moi? J'apprenais à dormir à nouveau. Certaines nuits. Pas toutes. Le procès civil contre Thomas avançait vite. Avec sa confession, les documents volés, les preuves forgées, c'était du béton. Il a été condamné à 12 ans de prison. Sans possibilité de libération anticipée. Émilie, elle, a plaidé coupable. 2 ans de sursis avec mise à l'épreuve, thérapie obligatoire, et interdiction de visite sans surveillance. Elle a demandé à voir les enfants. Le juge a refusé. Elle écrit des lettres. Je ne les montre pas encore aux enfants. Peut-être un jour. Mais pas maintenant. Les médias ont fini par se détourner de notre histoire. Comme toujours. L'info s'estompe. Les partages diminuent. Mais les regards, eux, restent. À la sortie de l'école, certains parents évitent mon regard. D'autres chuchotent. Une voisine m'a pris en photo, pensant que je ne la voyais pas. Probablement pour vérifier que le père en cavale vit toujours ici. Mais j'ai appris à m'en foutre. Parce qu'on a retrouvé un semblant de paix. Léo a marqué son premier but au foot la semaine dernière. Zoé, elle, a appris à faire du vélo sans les petits trous. Et moi, je me tenais là. À les regarder vivre. Avec une pensée qui ne m'a plus quitté depuis. J'aurais pu tout rater. Si je n'avais pas vu ce message ce matin-là. Si je n'avais pas osé fouiller. Si j'avais attendu une seule journée de plus. Le système a failli m'effacer. Et ceux qui auraient dû m'aimer, mon frère, la femme que j'allais épouser, ont transformé ma vie en champ de bataille. Mais je ne me suis pas brisé. J'ai tenu. Et aujourd'hui, je vis pour eux.
Chaque matin commence par la même vérification discrète. 2 sacs à dos prêts. 2 boîtes à goûter pleines. 2 visages encore endormis, souriant à travers leur bol de céréales. Je n'ai pas besoin de vengeance. Je n'ai pas besoin que le monde m'applaudisse. J'ai juste besoin qu'ils aillent bien. Et ils vont bien. Vraiment bien. La justice avait enfin tranché. Le calme revenait lentement. Mais la confiance, elle, était encore en ruine. J'avais gagné la bataille, oui. Mon nom avait été réhabilité. Ma garde, protégée. Mes ennemis, punis. Et pourtant, je n'arrivais pas à me réjouir. Parce qu'on ne sort pas indemne de ce genre de guerre. Pas quand elle est menée par ceux qu'on aimait. Je passais mes journées à reconstruire. À ramener un peu de normalité dans notre vie. On faisait des crêpes le mercredi. On allait au parc le samedi. Le dimanche soir, on choisissait un film et on mangeait sur le canapé. Mais chaque moment heureux portait l'ombre d'un souvenir. Un bruit la nuit? Mon cœur s'accélérait. Un regard trop insistant au supermarché? Je serrais la main de Zoé. Un appel inconnu sur mon téléphone? Mon ventre se nouait. Léo, lui, avait retrouvé le sourire. Il riait à nouveau, courait, jouait au foot avec les autres enfants. Zoé. Zoé me collait plus qu'avant. Elle se réveillait parfois en murmurant « On est encore ensemble, hein papa ?» Oui, ma chérie, je lui disais. Et personne ne nous séparera. Les semaines passaient. Diane restait en contact, bien sûr. Elle m'envoyait des nouvelles du suivi judiciaire, des prochaines étapes pour la réparation civile. Elle m'avait trouvé un bon avocat pour assurer les démarches de réparation financière. Mais moi, je ne voulais plus d'argent. Je voulais du silence. Du vrai. Un jour, alors qu'on rentrait de l'école, Léo s'est retourné dans la voiture et m'a demandé. « Tu crois que maman, elle pourra redevenir gentille un jour ?» J'ai pris une grande respiration. Puis j'ai répondu honnêtement. « Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que toi, tu n'as rien fait de mal. Et que tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. » Il a hoché la tête. Et on n'en a plus parlé. J'ai rangé tous les documents dans un classeur rouge, au fond d'un tiroir fermé. Pas pour les oublier. Mais pour que ça ne définisse plus notre quotidien. Et un soir, très simple, en rentrant du travail, j'ai trouvé les enfants assis dans l'herbe du jardin, en train de fabriquer un château en cailloux pour leurs chiots. Ils riaient. Ils étaient bien. Et moi, je les ai regardés avec cette pensée qui me serre encore aujourd'hui la gorge. Ils ont failli me voler ça. Alors je vous pose la question. Si vous découvriez que quelqu'un planifie, dans l'ombre, de vous effacer de votre propre vie, jusqu'où iriez-vous pour l'en empêcher ?